Bonsoir à tous. À la une de ce journal, la multiplication des cas sévères et l'augmentation des décès des suites de Covid-19 sont les conséquences d'un relâchement global du respect des mesures barrières. Malgré ce constat du gouvernement, rien n'est fait pour amener les Camerounais à prendre conscience du danger de cette deuxième vague d'épidémie meurtrière. Vous verrez en ouverture de ce journal comment dans les espaces publics, c'est l'insouciance totale. Plus aucune mesure barrière n'est respectée. Les agents communautaires censés sensibiliser les Camerounais sont portés disparus depuis plusieurs semaines. Nous ferons le point en ouverture de ce journal. 5 ans après l'adoption de la loi portant code minier, où est passé le fameux décret d'application, la société civile déplore un laisser-aller qui est noté, qui est observé à travers les trafics d'influence, la corruption qui dicte la loi aux grandes dames des populations riveraines d'exploitation minière au Cameroun. La société civile mène son plaidoyer au cœur de ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Alors que la pandémie de coronavirus gagne du terrain au Cameroun, c'est l'insouciance totale chez les Camerounais dans les espaces publics. Plus personne ne respecte les mesures barrières. D'aucuns estiment que cette pandémie n'est qu'une supercherie inventée pour faire peur aux populations. Pourtant, les cas de décès se multiplient et les cas sévères sont enregistrés dans les hôpitaux. D'aucuns pointent un doigt accusateur sur le gouvernement qui ne fait rien afin de conscientiser les Camerounais sur l'existence de ce danger lié à la deuxième vague d'épidémie meurtrière du coronavirus. C'est le constat que font Isabelle Carole-Zoupet et Théo Tchunke dans ce reportage. Au Cameroun, la situation sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 est préoccupante. 35 décès par semaine pour 800 à 1000 nouveaux cas. Des chiffres à la hausse qui semblent pourtant ne pas inquiéter bon nombre de personnes au regard du relâchement observé dans le respect des mesures barrières. C'est le cas dans la capitale économique Douala, où dans les espaces marchands et autres lieux publics, le port du masque, lavage systématique des mains sont aux oubliettes. Les points d'eau ont complètement disparu et même les vendeurs de masques se font de plus en plus rares. Mamie, le corona existe chez les blancs. Parce que moi, je crois pas, moi personnellement, je ne crois pas au corona. Tu vois un peu, non? Ça n'existe pas, ça m'a dit les blancs, non? L'année passée, en cette période-ci, on savait qu'en ce moment-ci, tout le Cameroun devait être lié à mort. Parce que nous-mêmes, les transporteurs, on savait que quand ça va nous prendre, ça va renverser tout droit. Parce que nous, on porte autant de personnes par jour. Et du moment où, pendant la forte période de l'an passé, on n'a pas eu le même nombre de cas ici au Cameroun. C'est pour ça que nous, on a travaillé dans la tête qu'il n'y a pas. Tous les Camerounais, même en général. C'est pour ça que vous voyez, les gens ne portent pas autant de masques. Les gestes barrières obligatoires dans les enseignes commerciales sont aujourd'hui foulés aux pieds. Le manque de moyens financiers et le problème d'accès à l'eau potable sont entre autres difficultés évoquées pour justifier cette indiscipline observée. Bon, partout il n'y a pas l'eau, hein. Comme disons par exemple ici au marché central, le marché Oignon, normalement ça c'est un endroit qui devait avoir un bac à d'eau. Je crois par exemple dans mon quartier il n'y a pas de l'eau. Sur cette résurgence de la pandémie dans le pays, les autorités sont sur le banc des accusés. Il leur est reproché de ne pas prendre les mesures qui s'imposent pour remporter cette bataille contre ce virus qui continue de faire des ravages dans le monde. Le gouvernement s'en fout de la santé des Camerounais. Le gouvernement a interdit, a refusé qu'il y a défilé du 11 février. Mais le gouvernement permet de faire un concert en pleine crise humanitaire. Est-ce que c'est normal? Je ne sais pas ce que les policiers font. Ils sont pleins. Je ne sais pas ce qu'ils font. Regardez tout un marché comme le marché central. Personne ne porte le cache-nez. Il n'y a personne. Ailleurs, dans les autres pays, si vous ne portez pas le masque, comme ici au Congo, c'est 10 000 francs. Mais si on pouvait demander à chaque Camerounais, celui qui ne porte pas le cache-nez paie seulement 500 ou 5 000. Vous allez voir beaucoup de gens porter la masque. La courbe croissante de la pandémie de Covid-19 au Cameroun impose donc de redoubler d'efforts dans le cadre du respect des gestes barrières, tels que le recommande le patron de la santé. La prévention étant la meilleure arme de lutte contre ce virus.
Le ministre de la Santé publique reconnaît que ce relâchement global du respect des mesures barrières a pour conséquence l'augmentation des cas sévères et même des nombres de décès des suites de Covid-19. Dans un communiqué, Manaouda Malaché déplore l'automédication et le déni décrié chez certains Camerounais qui arrivent à l'hôpital dans un état de dégradation poussée de leur santé. Néanmoins, il conseille aux Camerounais de se rendre dans les centres agréés Covid-19 et surtout de respecter scrupuleusement les mesures barrières, notamment le port du masque, port systématique du masque, le respect de la distanciation physique, également le lavage régulier des mains avec de l'eau courante ou une solution hydroalcoolique. Vous n'avez pas oublié cette école maternelle où de nombreux cas positifs ont été détectés à la fois chez des enseignants et des élèves. Elle a réouvert ses portes, notamment aux élèves ayant subi des tests. D'autres n'ont pas pu accéder à l'école et d'autres mesures ont été prises visant à limiter les risques de propagation du Covid-19 sur le campus scolaire. Des précisions dans ce reportage de Farel Bounia et Kediara. Devant l'école maternelle d'application groupe 1 et 2 de Bonamoussadi, c'est ici, au sein même de cette école maternelle, que des cas de Covid ont été détectés sur des enseignants. Il y a quelques semaines, une détection de cas de Covid qui avait alors entraîné la fermeture de l'établissement sans que les parents n'en aient été informés. Aujourd'hui, quelques semaines plus tard, on constate effectivement que l'établissement a de nouveau ouvert ses portes. Vous pouvez donc le voir à l'intérieur de l'école, les enfants qui sont en train de prendre des cours à travers les grilles. L'accès au sein de cet établissement a été refusé aux reporters d'Equinox Télévision. Néanmoins, sur le portail de l'établissement, on a un ensemble d'informations qui nécessitent quand même qu'on y attarde de l'attention. Il s'agit notamment de la date d'ouverture de l'établissement qui avait été fixée alors au 22 février 2021. Des mesures ont été arrêtées par le délégué régional de l'éducation de base pour la région du littoral. Des mesures entre autres qui visaient à la détection massive de tous les enseignants de l'établissement pour voir si certains d'entre eux étaient encore victimes de cas de Covid. Il s'agissait également de la détection des cas de Covid chez les enfants qui devaient être soumis à des tests. On note toutefois que beaucoup de parents ont refusé de se soumettre à cet exercice. C'est des parents qui ont choisi de laisser leurs enfants à la maison. On apprend également sur cette note d'information que l'établissement a été fermé tout ce temps pour permettre la désinfection pure et simple de l'ensemble des salles de classe et même de l'enceinte de l'établissement. Aujourd'hui, quelques jours plus tard, notamment quelques semaines après cette détection de cas de Covid, on ne sait pas si ces mesures sont entièrement suivies, mais vous pouvez le voir, à l'intérieur de l'établissement, il y a effectivement un seau qui est attribué au lavage des mains. On espère toutefois que ces mesures vont contribuer à faire à ce que les cas de Covid qui ont été détectés au sein de l'établissement ne puissent pas éclore. Pour Equinox Télévision, depuis l'école maternelle d'application groupe 1 et 2 de Bonamoussadi, nous sommes Dani Warenze 2 et Kediara. Après le grand reportage d'Equinox mettant en lumière l'absence d'ambulances médicalisées et les difficultés de prise en charge à l'hôpital de district de Garoua-Boulaye, le ministre de la Santé publique vient d'affecter une ambulance médicalisée de type C à cette formation sanitaire située à 250 km de Berthois dans la région de l'Est. L'hôpital de district d'Ezeka fait également partie des bénéficiaires d'une ambulance médicalisée selon une décision ministérielle. Sur les 25 ambulances affectées dans certains hôpitaux publics, 3 ont été placées en réserve ministérielle. Manaouda Malaché précise que l'acquisition de ces ambulances est la contribution de la Banque islamique de développement dans le cadre de la lutte contre la propagation de la maladie à Covid-19 au Cameroun. Et en pleine crise sanitaire, une nouvelle épidémie de poliomyélite survient dans la capitale camerounaise. 2 cas de poliovirus de type 2 ont été détectés dans le quartier de la Cité Verte. Au regard du risque élevé de propagation de ce virus, cette situation constitue une urgence de santé publique selon le gouvernement. Dans le but de stopper la transmission du virus, il est annoncé une investigation profonde, une sensibilisation des communautés et une planification des activités de vaccination dans les zones à risque.
Je vous le disais en titre, Transparency International Cameroun mène un plaidoyer pour la publication du décret d'application de la loi de 2016 portant code minier au Cameroun. En l'absence de ce texte, c'était un laisser-aller dans ce secteur aux corruptions, trafic d'influence et autres pratiques illicites dictent leur loi aux grandes dames des communautés riveraines des zones d'exploitation minière au Cameroun. D'autres détails avec Emmanuel Diop et Marcelin Gansop. Voici Kambele, localité située non loin de Batouri, dans la région de l'Est. C'est l'un des foyers où l'on retrouve tous les maux qui minent le secteur minier au Cameroun. Des maux maintes fois dénoncés par Transparency International et FODER à travers le projet Mine, Environnement, Santé et Société, mis en œuvre depuis avril 2019. Jusqu'à nos jours, aucune mairie n'a reçu des redevances. On ne sait exactement pas qui exploite sur le terrain. Vous avez affaire à des entreprises qui en réalité ne le sont pas, parce qu'ils sont sous le registre de l'autorisation artisanale. L'autorisation artisanale, pas des matériaux locaux, pas des matériaux rudimentaires en réalité de la pelle. Mais vous avez affaire à des entreprises qui font des dégâts énormes et qui en une seule nuit peuvent rapidement se déplacer pour s'installer ailleurs. Les exploitants creusent des trous. Quand ils finissent leur exploitation, ils s'en vont, ils laissent ces trous. On enregistre des décès, des pertes en vie humaine de temps à autre dans ces zones d'exploitation. Malheureusement, sur le terrain, le mal va grandissant, favorisé par le mystère qui entoure la loi de 2016 portant code minier, dont le décret d'application dort dans les tiroirs de la présidence, où des forces tapis dans l'ombre manœuvrent pour que le désordre actuel dont ils tirent profit perdure. L'absence des textes d'application de la loi portant code minier de 2016 est à l'origine principalement de toutes les formes de pratiques illicites observées sur les sites. La corruption, les fraudes diverses, le trafic d'influence, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qu'on voit sur le terrain, mais qui en réalité ne sont que des faire-valoir ou des prête-noms. Les véritables propriétaires de ces exploitations se trouvent ailleurs, parfois dans des endroits insoupçonnés. Fidèle à ses engagements, Transparency International mène un plaidoyer dont l'objectif final est l'amélioration de la gouvernance minière au Cameroun. Il est donc question pour nous d'aller vers les différentes autorités en charge de ces problèmes-là pour engager un plaidoyer dans les différents axes qui ont été évoqués. La création de la Société nationale des mines en décembre 2020 est vue d'un bon œil par la société civile, si tant est que son arrivée dans le monde obscur de l'exploitation minière va contribuer à réduire les mauvaises pratiques. Nous sommes entièrement disposés à mettre notre expertise à la disposition de cette nouvelle entité pour qu'ensemble, nous travaillions à l'amélioration de la gouvernance dans le secteur minier au Cameroun. Le Cameroun est une mine d'or dont l'exploitation ne profite malheureusement pas aux communautés riveraines dont la misère ne cesse de prendre du galon. Ici à Kambele par exemple, c'est à peine si les populations ont accès aux services sociaux de base, alors que cette localité est riche en ressources minières. Yaoundé, où la Confédération camerounaise du travail conteste la nomination de certains membres de la Commission nationale des droits de l'homme, notamment le représentant des syndicats. Face à la presse à Yaoundé, la présidente de ce mouvement syndical a également fustigé la réduction du quota des femmes et y voit une volonté d'étouffer les défenseurs des masses laborieuses. À cet effet, je vous invite à écouter Antoinette Tangono Ekwang, présidente de la Confédération camerounaise du travail. À la place des syndicats du représentant des syndicats du travailleur, il a été nommé un membre gouvernemental, un inspecteur de travail. C'est un inspecteur de travail, c'est-à-dire de l'administration du travail, qui représente désormais les syndicats au sein de la nouvelle Commission nationale des droits de l'homme. Et il vous souvient que c'est la présidente de la Confédération camerounaise du travail qui représentait justement les syndicats au sein de la commission. Donc vous pouvez faire le lien. Pour faire taire les syndicats, il faut enlever le représentant des syndicats pour renforcer l'action gouvernementale. Et j'insiste sur la complicité de l'État à faire taire les organisations
les organisations syndicales. Je vais plus loin. Vous allez constater que dans l'article 14, les femmes doivent représenter au moins 30% des membres de la commission. Et aujourd'hui, la nouvelle commission des droits de l'homme du Cameroun n'a que 3 femmes. Nous sommes partis de 40% de femmes à 18,75% de femmes. Le Cameroun est désormais l'un des pays les plus dangereux où l'exercice de la liberté syndicale est en train d'être tué, est en train d'être massacré, non pas par les employeurs, mais par le gouvernement. Le président de la Commission nationale des droits de l'homme n'a pas souhaité commenter l'acte de nomination des différents membres qui composent cette commission, indiquant que seul le président de la République pouvait se prononcer sur cette question. Néanmoins, il a évoqué la nécessité et la volonté des différents membres à promouvoir l'état de droit et la culture des droits de l'homme au Cameroun. Des Camerounais d'une certaine génération n'ont pas oublié l'exécution des plans quinquennaux sous l'ère Amadou Ahidjo. C'était une boussole économique ayant pour moteur l'agriculture. Au cœur de cette vision, la localité de Kondiok, un bassin de production où des Camerounais avaient bénéficié de la part du gouvernement d'un appui pour être des seigneurs de la terre. Des décennies plus tard, cet arrondissement, cette localité n'est plus que l'ombre d'elle-même. L'agriculture a été abandonnée par des paysans. Ils ont dénoncé un enclavement décourageant qui plombe de fait leur production agricole, la commercialisation vers les centres urbains. C'est un grand reportage signé Sédek Chouna et Donald Brice Kamgan. Embarquement de Yabassi pour Kondiok. L'équipe de reportage n'a pas de choix que de s'attacher les services de cette moto. Nous avons un peu de chance, c'est la saison sèche. En lieu et place des boubillés de la saison pluvieuse, la route est noyée dans la poussière. Le président, il est passé au ton charisme. Regarde l'état dans lequel tu es là. Nous sommes ici au village Tumbasala, c'est environ 50 km après Yabassi, nous allons à Kondiok. Alors nous partons sur moto depuis ce matin, les véhicules étant extrêmement rares ici. Le silence de la brousse vous laisse penser que vous faites une planète non habitée. La route en terre battue ne rend pas l'axe très attractif. 90 km après, voici Kondiok, une ville historique au plan agricole au Cameroun. En raison de son potentiel exceptionnel et surtout de la fertilité de son sol, le gouvernement a fait de Kondiok à une certaine époque l'un des arrondissements censés porter les ambitions du Cameroun en matière de production agricole. Mais aujourd'hui, Kondiok n'est plus que l'ombre de lui-même. Vous cultivez quoi? Le plantain, le cacao? Le cacao, le café. Il y a le cacao, le café, le plantain, les macabos. Banane, l'ananas. Vous savez combien de kilogrammes de cacao par exemple? Pardon? Combien de kilogrammes de cacao est-ce que vous pouvez produire par an? En sac? Non, dites-moi en sac. Des fois, vous savez, le cacao, il monte, il descend. Oui. Il y a des fois, j'ai 4 kilos, 4 sacs. Des fois, j'ai 3 parce que tous les superficies ne sont pas encore bien grands. Oui, l'argent pour acheter les produits, ça dépend, puisque en réalité, ce sont les moniteurs agricoles, souvent qui peuvent évaluer la quantité de produits qu'il faut pour un planteur par hectare. Mais ils ne le font pas, ils ne sont même pas proches de nous. Ils ne sont pas proches de nous, nous sommes complètement abandonnés. Chacun se bat comme il peut. Mais sur le terrain, parfois, il y a cela 2 ans, nous avons suivi qu'on a envoyé les produits sur le terrain, soit 5000 sachets de Gordon Bleu. Un produit d'abord qui est utilisé plutôt en saison sèche. On nous envoie ça en saison des pluies. Donc on fait carrément le contraire. Oui, puisque même les moniteurs savent, ou le délégué sait ce qu'il faut faire. Mais on nous envoie un produit contraire et à contre-temps. Et quand ça arrive sur le terrain, le produit disparaît. Ils n'ont pas eu de produit alors que c'est arrivé sur le terrain, on l'a vu. L'enclavement, c'est la racine de tous les malheurs en Kondiok. Comme dans cette vallée, où pour se rendre, nous prenons une petite piste sur une colline. En contrebas, des hectares et des hectares de cacaoyères. La principale difficulté ici, nous avons la route.
Et parce que la route, c'est pas vraiment praticable. Parce que pour porter le cacao ici, lorsqu'on a déjà fermenté, c'est pas facile. Parce que même quand on porte sur la tête, là, c'est vraiment pénible. On se fatigue vite. Et là, nous sommes obligés de prendre la moto pour qu'on porte. Et là, on creuse la route. On creuse, on fait en sorte qu'il y ait une petite piste qu'on puisse passer. Et c'est même pas toujours facile. Et avec les motos, on parvient toujours à creuser la route. Et c'est même pas facile. Et le prix aussi, même pour porter ça, c'est très élevé. Très, très élevé. Parce que imaginez une petite route comme ça, pour sortir en route là, à quelques kilomètres, on paye une somme de 1000 francs. 1000 francs, un petit sac, un petit collier. René Noumbia est le président de la coopérative agricole pour le développement du village Matoubé et des villages environnants. C'est la plus importante coopérative de Nkondjock avec 350 membres. Il est installé ici depuis 55 ans. Au début des années 60, il est parmi les pionniers. Ce sont les milliers de Camerounais à qui l'État donnait des moyens financiers et techniques afin d'abattre les vastes parcelles de forêt dans un Nkondjock presque inaccessible et inhabité. Une stratégie des plans quinquennaux du gouvernement Ahidjo visant à faciliter le travail de la terre et booster la production agricole. Oui, dans ma coopérative, la COP-DEMAT que vous avez vue, mes membres produisent pas moins de 350 tonnes de cacao par an. Et le café, nous faisons, puisque le café ne passe plus sur le marché, nous faisons autour de 100 tonnes. Et pour les vivres, c'est presque en désordre, puisque c'est d'abord nous-mêmes nous consommons. Et nous produisons beaucoup de plantains que nous n'arrivons pas à écouler sur les marchés à cause de l'enclavement. Et même ce cacao, c'est en septembre, octobre, novembre, janvier, février que le cacao passe. Déjà en saison de pluie, tout est bloqué. Nkondjock, ce sont ses produits vivriers, 150 tonnes de bananes plantains l'année, 100 tonnes d'igname et surtout le cacao. L'arrondissement en produit 2500 tonnes l'année. Il est possible de porter cette production à 5000 tonnes d'après les observateurs. Mais les routes agricoles impraticables anéantissent les efforts des planteurs. Mis à part l'enclavement, l'entretien des plantations est une véritable gageure. Depuis les années 2000, les subventions de l'État aux agriculteurs, on n'en entend plus parler en Nkondjock, confie M. Noumbia, qui dispose ici de 8 hectares. Nkondjock est la mamelle nourricière de la région du littoral en général, malgré l'enclavement. Et les subventions, depuis un certain temps, nous n'avons plus de subventions. Mais nous supportons comme ça et nous travaillons en espérant qu'un jour, le meilleur pourra arriver un jour. À 3 km de là, tout près de la sous-préfecture, les dernières traces de la Société de développement du Nkam, la SODENKAM. C'est l'entreprise publique sur laquelle était adossée la stratégie de désenclavement et de développement de l'ensemble du département du Nkam. Derrière nous, la fondation de la SODENKAM, la Société de développement du Nkam. Cette entreprise a été créée ici en 1966 et avait pour vocation d'accompagner le développement de ce département, surtout par des appuis techniques et financiers aux agriculteurs. Alors elle a fermé boutique dès la fin des années 60. On aperçoit en arrivant ici juste cette fondation et puis cette bâtisse qui se distingue par son âge et par sa vétusté. Les agriculteurs évoquent un peu nostalgique les vestiges de cette entreprise agro-pastorale. Grâce à la SODENKAM, plus de 50 000 paysans se sont installés en Nkondjock à l'époque, bénéficiant gratuitement des intrants, des appuis techniques et financiers et jusqu'à la prise en charge sanitaire. Près de 50 années après, l'agriculture se fait à la houe et à la machette en Nkondjock. La main-d'œuvre a vieilli et des hectares de plantations abandonnés, à l'image de cette ville de près de 30 000 âmes, aux allures d'une contrée oubliée. Et le monde rural camerounais qui a perdu l'un de ses fervents défenseurs, Bernard Djongan, s'est éteint dimanche dernier à Amiens en France. Portrait d'un ingénieur agronome qui démissionna de la fonction publique pour rejoindre la société civile et porter le combat en faveur de la transformation agricole du Cameroun. Reportage Élisée Bogba et Aïk Cyril. La nouvelle est tombée tel un couperet. Bernard Djongan est mort.
Le président du CRAC, Croix au Cameroun, s'est éteint dans la nuit du dimanche 21 février dernier au CHU d'Amiens en France des suites de maladie. Bernard Djonga aura marqué son passage sur terre par son combat pour la cause du monde agropastoral. Ingénieur agronome, il sert pendant 3 ans comme assistant de recherche à l'Institut de recherche agronomique pour le développement IRAD. Mais en 1987, il démissionne de la fonction publique pour entamer un parcours à la fois long et sinueux dans la société civile. L'une de ses premières initiatives, c'est la mise sur pied du service d'appui aux initiatives locales de développement SAILD, une organisation non gouvernementale éditrice du journal La Voix du Paysan. Connu pour ses positions en faveur des populations rurales expropriées par les exploitations agricoles multinationales, Bernard Djonga dénonce à travers l'ACDIC, une autre de ses nombreuses associations, les détournements de fonds dans la filière maïs, tout comme il s'érige contre l'introduction des organismes génétiquement modifiés. Si l'importation ou la consommation du poulet dit congelé a considérablement baissé au Cameroun, c'est encore grâce à ce défenseur du monde rural qui, le 5 août 2019, publie des images de tonnes de riz produits au Cameroun, mais stockés dans des entrepôts dans la région de l'extrême nord, alors que le pays importe chaque année de grandes quantités de riz. Bernard Djonga trouve la situation scandaleuse et lance une pétition afin d'exiger la commercialisation du riz local au Cameroun. Au lendemain du comice agropastoral tenu à Ebolova en 2011, Bernard Djonga avait déjà décrié l'abandon dans un champ de ruines de l'usine d'assemblage de tracteurs censée moderniser l'agriculture camerounaise. Mais guidé par le désir de mieux implanter sa vision, Bernard Djonga quitte la société civile pour se lancer résolument en politique. En 2014, c'est la création du CRAC, Croix au Cameroun, formation politique sous la bannière de laquelle il formule 40 mesures pour révolutionner l'agriculture au Cameroun. Soumises aux candidats à la présidentielle 2018, les 40 propositions constituent le dernier acte fort de l'infatigable défenseur du monde rural, Bernard Djonga. Camerounais de tous bords politiques ont salué le combat mené par Bernard Djonga, ingénieur agronome, défenseur du monde rural et du monde agricole au Cameroun. Le Camerounais Maître Dieudonné Api, désigné président de la commission électorale à la Confédération africaine de football. Cette commission est chargée d'organiser les élections des membres du comité exécutif et du prochain président de la CAF. Maître Dieudonné Api est un grand avocat au barreau du Cameroun, ancien président du comité de normalisation de l'instance fêtière du football camerounais et aujourd'hui désigné à la tête de la commission électorale de la Confédération africaine de football. Dans l'escale internationale, après le meurtre de l'ambassadeur d'Italie en République démocratique du Congo, les réactions se multiplient pour condamner l'attaque survenue dans cette partie du Congo et exiger l'ouverture d'une enquête internationale et indépendante. La campagne électorale en vue de la présidentielle au Congo-Brazzaville a déjà été ouverte et Denis Sassou Nguesso est donné favori. Pendant ce temps, c'est un ex-président sud-africain qui continue de faire face à la justice, Jacob Zuma, qui dénonce une cabale contre lui malgré des preuves concernant sa culpabilité dans le cadre des affaires de corruption alors qu'il était encore chef d'État sud-africain. La mouture internationale est signée Gladys Sidé. Luca Attanasio, l'ambassadeur d'Italie en RDC, effectuait le voyage en vue de visiter un projet scolaire dans un village. Le convoi du Programme alimentaire mondial des Nations Unies dans lequel il voyageait a été attaqué près de Goma. 2 autres personnes ont été tuées. Le président Félix Tshisekedi a vivement condamné l'assassinat du diplomate italien. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a demandé à la RDC d'enquêter avec diligence sur cette attaque.
Le Premier ministre italien a fait une déclaration exprimant ses plus sincères condoléances, tandis que le président Sergio Mattarella a condamné une lâche attaque. Malgré l'appel lancé aux groupes armés de la République démocratique du Congo par le président Félix Tshisekedi en 2019 et les nombreuses tentatives d'instaurer la paix depuis 20 ans dans l'est du pays, les groupes armés continuent d'occuper le terrain. Pendant ce temps, au Congo voisin, c'est la dernière ligne droite pour Denis Sassou Nguesso avant la présidentielle. À l'heure où s'ouvre la campagne pour la présidentielle fixée au 21 mars, tout le monde ou presque s'accorde à dire que Denis Sassou Nguesso sera probablement reconduit pour un 4e mandat sans que cela ne provoque de remous. S'il est réélu dans quelques semaines pour le 4e de ses mandats consécutifs, le président congolais aura alors la perspective de faire son entrée à partir de 2024 dans le club très restreint des chefs d'État africains ayant passé au moins 4 décennies à la tête de leur pays. Et puis en Afrique du Sud, la commission chargée d'enquêter sur la corruption d'État généralisée lorsque Jacob Zuma était au pouvoir a réclamé auprès de la plus haute juridiction du pays 2 ans de prison à l'encontre de l'ex-président sud-africain pour son refus de témoigner. Depuis la création de la commission en 2018, Jacob Zuma, déjà mis en cause par une quarantaine de témoignages, multiplie les manœuvres pour éviter d'avoir à s'expliquer, empilant les recours ou faisant valoir son droit au silence. Après plusieurs mois, la commission en charge de l'enquête a mis ses menaces à exécution en déposant un recours urgent auprès de la Cour constitutionnelle pour que l'ancien chef d'État soit puni d'avoir intentionnellement et illégalement refusé de faire avancer l'enquête. Jacob Zuma n'a témoigné qu'une seule fois devant la commission en juillet 2019. Il avait rapidement claqué la porte, s'offusquant d'être traité comme un accusé. L'ancien chef de l'État a accusé certains juges d'être sans foi ni loi. Il s'est dit certain que leur volonté de le faire condamner pour outrage à la justice serait exaucée, accusant le président de la commission de propagande politique. En bref, à présent, au Niger, le candidat du parti au pouvoir, Mohamed Bazoum, a remporté le second tour de l'élection présidentielle. Selon les résultats provisoires de la CENI, il obtient 55,75% des voix. Ces chiffres doivent être validés par la Cour constitutionnelle. La direction de la campagne de Mahaman Ousmane, son principal adversaire, a contesté les résultats et dénoncer un hold-up électoral. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Autou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Nomination des membres de la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés. La Confédération des travailleurs conteste le représentant. La centrale syndicale s'offusque de ce que celui qui est censé être le représentant des syndicats au sein de la Commission des droits de l'homme est un inspecteur du travail qui est un membre de l'administration publique. Et de ce point de vue, cette dame accuse le gouvernement de torpiller cette plateforme qui est censée veiller au respect des droits de l'homme au Cameroun. Elle a également déploré la présence de très peu de femmes au sein de la commission, alors que la loi qui régit le fonctionnement de cette instance fait savoir qu'il faut au moins 30% des femmes. Elle constate qu'à peine 18% des membres de cette commission sont des femmes. Elle critique cette composition de la commission des droits de l'homme, estimant que le gouvernement manœuvre pour écarter à la fois les syndicats et empêcher aux différents ouvriers de faire entendre leur voix. Et en réaction, le président de la commission indique qu'il ne commente pas les actes présidentiels du chef de l'État, mais il fait savoir que cette commission va travailler pour promouvoir la culture des droits de l'homme au Cameroun. Voilà, madame, monsieur, c'est l'essentiel. L'Equinox Soir, deuxième partie. Bonne soirée à vous, Cédric. Je vous souhaite une bonne soirée, Serge Alain. Rendez-vous demain. 20h. Dans un instant donc, madame, monsieur, la suite. Equinox Soir.